Bienvenue dans Escale Chèques Vacances, un podcast proposé par l'Agence nationale pour les chèques vacances afin d'explorer le monde fascinant du tourisme et ses nouvelles tendances. Dans un secteur en constante évolution, nous vous invitons à découvrir comment le tourisme innove, s'adapte et se transforme. Nous recevons sur ce plateau des experts, des chercheurs, des acteurs du secteur, mais aussi des touristes passionnés qui partageront avec nous leur vision pour le tourisme de demain. Ensemble, nous allons surfer sur les tendances qui redéfinissent notre façon de prendre des vacances. Aujourd'hui, il est essentiel de repenser nos modes de déplacement pour préserver notre planète tout en offrant des expériences enrichissantes aux voyageurs. C'est pourquoi cet épisode est dédié à la mobilité durable et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux expertes en la matière. Bonjour Léa Bonan. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats institutionnels chez Agir pour un tourisme responsable et vous nous éclairerez notamment sur les initiatives en cours pour promouvoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Bonjour Émilie Ursule. Bonjour. Vous êtes chargée de mission sur la mobilité touristique durable à Normandie Tourisme et vous nous partagerez les actions mises en place dans votre région pour encourager des pratiques de déplacement durable. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, petite question personnelle. Lors de vos dernières vacances, quel est le mode de déplacement que vous avez utilisé ? Le train pour ma part, avec une petite excursion à l'automne autour d'Aix-les-Bains. Super. De mon côté, on était en van l'été dernier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup modifié nos modes de transport sur les dernières vacances estivales et notamment par le train également. Léa, peut-être que vous pouvez nous définir ce que c'est la mobilité durable ? Oui, bien sûr, la mobilité durable, ça va être l'utilisation, mais aussi tout ce qui va être conception, mise en place et gestion de modes de transport qui émettent tout simplement moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc autour de ça, il va y avoir tout un tas d'enjeux, certes la décarbonation des transports, mais aussi l'aménagement du territoire, la salubrité publique avec la baisse de la pollution, la communication, et puis l'accessibilité des transports qui est aussi un vrai sujet. Émilie, la mobilité durable est-elle une priorité aujourd'hui pour le secteur du tourisme ? Oui, tout à fait. On l'a noté notamment avec l'étude de l'ADEME sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France, qui est parue en octobre 2021. Et cette étude mettait en valeur le fait que la mobilité pesait très lourd dans ces émissions de gaz à effet de serre. Plus des 2/3 de ces émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur de la mobilité, notamment au déplacement entre le domicile et la destination pour les visiteurs. Comme le disait Léa, finalement, on note un petit peu un pourcentage assez partagé entre l'aérien et la voiture. Donc finalement, toutes les destinations sont assez concernées. Cette étude, elle a été réactualisée en octobre 2024 avec de nouveaux chiffres, mais on est toujours sur les mêmes ordres de grandeur et la part d'émissions de gaz à effet de serre des mobilités est encore très important pour le secteur du tourisme en France. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable électrochoc pour le secteur du tourisme ? En effet, cette étude de l'ADEME en 2021, quand elle est parue, elle a vraiment participé à une vraie prise de conscience, en tout cas, du secteur du tourisme, puisqu'on avait beaucoup de destinations, notamment touristiques, qui travaillaient sur des questions de tourisme responsable, mais on avait encore assez peu pris en compte l'aspect mobilité et on n'était pas tout à fait conscient, finalement, du poids des mobilités dans les émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme. Quelle est la situation en Normandie ? Alors en Normandie, on est particulièrement touché par la question puisque, pour vous donner un chiffre, on a plus de 86% des visiteurs français en Normandie qui viennent avec leur voiture individuelle. On a vraiment travaillé notamment à se rapprocher de tous les secteurs du transport avec lesquels on travaillait assez peu auparavant et à monter cet état des lieux pour en faire part aux acteurs du tourisme et les sensibiliser aussi sur ces questions de mobilité. Donc on organise encore aujourd'hui beaucoup d'outils, de sensibilisation tels que des webinaires, des journées d'échange, des newsletters, etc. pour faire en sorte que l'information sur les mobilités soit aussi transmise à tous les acteurs du tourisme et que ce soit un sujet qui soit vraiment pris en compte par les acteurs. Deuxième exemple, on a travaillé avec une collectivité plus spécifiquement sur un état des lieux des mobilités sur son territoire. Et on a travaillé avec les acteurs touristiques du territoire pour identifier les problématiques et les solutions sur la mobilité durable sur ce territoire. Ça a donné lieu à une liste de préconisations très concrètes
tels que l'amélioration de la signalétique en gare à l'arrivée, le développement de stationnement vélo, la mise en relation entre les loueurs de vélos et les hébergeurs touristiques du territoire, l'amélioration de l'information aussi aux visiteurs, ne serait-ce que sur les sites web de la destination ou les sites web des hébergeurs, etc. Et du côté de Agir pour un tourisme responsable, Léa, comment on promeut la mobilité durable ? On travaille la mobilité durable dans le cadre d'un sujet plus large qu'on a vraiment pris en main il y a maintenant 4-5 ans, qui est tout simplement la question du carbone et de comment on va réduire l'impact du tourisme sur le changement climatique. Et donc sur ce sujet-là, on a plusieurs projets qu'on porte en collaboration avec d'autres acteurs. Le premier, ça a été le projet ATRE, ATRE, c'est-à-dire Agir pour un tourisme responsable européen. Donc là, on travaille avec 5 autres pays sur le déploiement d'outils de sensibilisation à la fois des professionnels mais aussi des visiteurs. Donc il y avait une formation en ligne et une application en ligne pour différentes catégories de professionnels et puis un petit jeu en ligne assez ludique pour les voyageurs pour leur donner des bonnes pratiques très concrètes de comment on fait pour réduire son impact en voyage. Donc ça, c'est disponible sur lowcarbontravel.net. Quand on est un professionnel, donc par exemple, nous, on a un réseau plutôt de voyagistes, quand on va construire un voyage, de se dire si c'est accessible en train, je propose le train à mon client. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voyageurs qui ne sont pas contre voyager mieux, mais il s'agit de les accompagner vraiment. Ils n'ont pas forcément la connaissance nécessaire du réseau ferroviaire ou des choses comme ça. Et se reposer un petit peu sur l'expérience des professionnels, c'est très important. Et puis suite à ce premier projet, on a lancé un deuxième projet, cette fois-ci à l'échelle française, qui s'appelle le projet Très France, donc Très pour tourisme responsable et sobre en France. Dont vous êtes coordinatrice. Dont je suis coordinatrice. Et pour lequel on a travaillé en collaboration notamment avec Normandie Tourisme, mais aussi Provence Tourisme, la Nouvelle-Aquitaine, Only Lyon, et puis La Réunion, qui est aussi membre chez ATR. Et ce projet-là, c'était plus une étude de base sur les freins qu'il peut y avoir au développement des offres bas carbone en France. Pourquoi aujourd'hui ces offres-là sont peut-être moins regardées par les visiteurs, ou en tout cas comment on fait pour mieux les promouvoir. Donc déjà cette étude-là, et puis ensuite basée sur nos conclusions, avoir tout un tas de solutions qu'on peut recommander et d'outils pratiques pour les professionnels. Et donc une première production dans le cadre de ce projet-là, qui était une étude clientèle tout simplement, auprès des voyageurs français. Donc on a eu un peu plus de 800 réponses de voyageurs français sur une étude sur les motivations, les freins, comment vous voyagez aujourd'hui, pourquoi vous voyagez comme ça, où est-ce que vous voyagez, si vous vouliez voyager mieux, comment vous le feriez ou pourquoi vous ne le feriez pas comme ça, etc. Cette enquête, elle montre bien des tendances qu'on voit à peu près dans toutes les enquêtes. C'est que certes, il y a une prise de conscience de plus en plus importante et c'est très bien, il faut le souligner. Et c'est normal quand on voit aujourd'hui de plus en plus les effets du changement climatique de façon très visible. Et cette prise de conscience, il s'agit vraiment de l'accompagner. De continuer à sensibiliser et à donner des outils très concrets pour qu'on puisse passer de la conscience à la compréhension à l'action, véritablement. Puisqu'on voit bien, il y a la moitié des Français qui nous ont répondu, qui nous ont dit faire de plus en plus attention à la dimension responsable dans leur voyage. Donc il y a quand même cette volonté-là. Et au niveau des mobilités durables, si on en revient, on voit bien dans cette enquête aussi la tendance train, très, très concrètement. Mais comme tu le disais, Émilie, la voiture qui a encore une place vraiment prépondérante, que ce soit en origine-destination, donc pour se rendre sur son lieu de vacances, ou directement sur le lieu de vacances pour les petits déplacements entre les activités, l'hôtel, etc. Et puis l'avion qui est encore présent, bien sûr. Donc il y a véritablement un enjeu de report modal. Donc, certes, on prend plus le train. Il y a une tendance train, mais il faut que ça puisse faire diminuer derrière l'utilisation de la voiture et de l'avion. Et quel est le principal frein au train, peut-être ? Il y a évidemment le frein du prix, ça on en entend beaucoup parler, et c'est pour ça que des initiatives comme on peut en avoir la Normandie ou la NCV, des initiatives comme ça sont vraiment très importantes. Il y a 74% des voyageurs quand même qui nous ont dit je suis d'accord avec le fait que
parce que ça a un certain prix, je vais plutôt prendre la voiture ou l'avion que le train. Et si ça avait été plus compétitif, j'aurais pris le train. Et puis, il y a aussi d'autres freins. Et là, ça va rejoindre le besoin d'accompagnement, puisqu'on nous a dit aussi à plus de 70% qu'il manquait des liaisons ferroviaires en France. Et ça recoupe quand même un petit manque de connaissances. En fait, le réseau ferroviaire en France, il est plutôt très développé. On a cette chance-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les régions pour de le rappeler, le rendre très accessible. Et en fait, c'est pas si facile que ça de se déplacer sur ce réseau-là. C'est pour ça que l'accompagnement des professionnels est très important. Et puis peut-être un dernier frein qui est vraiment très ressorti dans l'enquête, ça va être l'enjeu de la communication. C'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, des offres de séjour plus responsables avec des mobilités durables, il en existe, mais elles ne sont pas forcément très visibles. Donc, il s'agit de vraiment rendre ces offres plus visibles auprès des voyageurs. Surtout que la mobilité durable aujourd'hui est essentielle pour le secteur du tourisme. Tout à fait. Comme tu le disais, Émilie, la mobilité, c'est 3/4 des émissions d'un séjour. Donc, c'est sûr que c'est très bien de réduire les émissions qui sont liées à l'hébergement, à la restauration, à l'activité. Mais si derrière, il n'y a pas d'actions qui sont faites sur la mobilité, c'est un coup de couteau dans l'eau, entre guillemets. Et c'est d'autant plus important pour le secteur du tourisme parce que c'est un secteur assez spécifique du fait qu'il est à la fois un petit peu victime et bourreau. C'est-à-dire que le tourisme il repose sur des paysages, sur des destinations qui sont elles-mêmes menacées par le changement climatique auquel le tourisme contribue. Donc l'enjeu aujourd'hui, si on veut pouvoir continuer de voyager demain, c'est vraiment de réduire cet impact du tourisme pour préserver nos ressources. Est-ce que la mobilité durable encourage aussi des expériences plus enrichissantes de tourisme ? Oui, ça peut. L'important, c'est aussi de pouvoir redécouvrir des territoires qui sont plus proches. Souvent, quand on demande aux gens où est-ce que vous avez voyagé, on ne nous dit jamais les territoires proches. On va nous dire je suis allé dans tel pays à l'autre bout du monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des destinations qui sont à 100, 150 km qu'on ne connaît pas du tout et qui sont exceptionnelles. Et donc, l'intérêt et l'enjeu, c'est de pouvoir prendre le temps de redécouvrir ces destinations, de partir peut-être plus longtemps et d'avoir véritablement le temps de s'immerger dans la destination, de pouvoir discuter avec les locaux, de pouvoir contribuer économiquement localement. C'est tout un imaginaire du voyage qui est un petit peu à reconstruire. Émilie, en Normandie, est-ce que vous voyez aussi les bénéfices pour les résidents, pour les Normands, d'une mobilité plus durable ? Oui, on a aussi beaucoup parlé, par exemple, de slow tourisme il y a quelques années. On est tout à fait là-dedans aussi sur les enjeux de mobilité durable. L'idée de ralentir, ça permet aussi, notamment parfois, la rencontre avec les locaux, d'avoir quelques petites aventures, notamment sur l'itinérance à vélo, par exemple, où on va potentiellement avoir besoin à un moment de s'arrêter ou de demander de l'aide ou de demander quelque chose, un renseignement aux habitants. Et ça permet aussi de vraiment d'aller à la rencontre et de vivre des expériences un peu plus authentiques. Donc je pense que c'est un enjeu aussi qui est plutôt bénéfique. Peut-être aussi de dépolluer la Normandie si les gens viennent plus en train. Oui, évidemment. Quand on est sur l'enjeu principal dont on parlait tout à l'heure de réduction de gaz à effet de serre, on est en effet aussi dans cette idée d'améliorer la qualité de l'air et de dépolluer le territoire. Peut-être un conseil pour les acteurs du tourisme, les autres acteurs du tourisme. Comment peuvent-ils contribuer pour une mobilité plus durable ? Vous avez parlé d'information, de communication notamment. Ce sont des choses simples à mettre en place et peu coûteuses pour un acteur du tourisme. Donc finalement, si on veut un report modal, il faut simplifier au maximum le parcours du visiteur pour qu'il ne ressente pas ou peu de contraintes également. Donc oui, l'information est un véritable enjeu. Et puis derrière, il y a un enjeu de communication également, comme le disait Léa. Nous, à l'échelle de Normandie Tourisme, on a mis en place un programme qui s'appelle Normandie sans ma voiture. On n'est absolument pas les seuls. Ça se fait de plus en plus sur beaucoup de destinations, ce qui est vraiment une bonne chose. Et ce programme permet de détailler une 60aine d'idées week-end en train depuis Paris, puisque je ne vous apprends rien en vous disant qu'une des premières clientèles françaises de la Normandie, ce sont les Parisiens. Et on a également développé, avec des collègues qui s'occupent plutôt des sports de pleine nature, des itinéraires entre deux gares à pied ou à vélo,
Et on se rend compte que ça fonctionne également sur des séjours itinérants de quelques jours entre deux gares, avec la possibilité de louer son vélo dans la première gare et de partir à la découverte d'un territoire. Donc ce sont vraiment des idées séjours clés en main pour que le visiteur n'ait plus qu'à effectuer ses réservations, mais que ce soit le plus simple possible pour lui. Vous cherchez donc à inciter les voyageurs, les visiteurs à changer leurs habitudes ? Pour que les séjours bas carbone ou sans voiture soient attractifs, il est nécessaire aussi de faire appel à des prescripteurs tels que des journalistes ou des influenceurs de voyage. Nous, on travaille beaucoup avec certains influenceurs, en effet, qui valorisent ce type de séjour bas carbone. Et derrière, ça permet aussi aux visiteurs de se projeter en voyant que le séjour a déjà été, en effet, testé par un influenceur ou un journaliste et de se dire, finalement, c'est possible et ça n'a pas l'air si compliqué. Sur la partie incitation, en effet, on participe à inciter les visiteurs à opter pour un report modal, notamment à travers un projet qu'on a mis en place en 2024 qui s'appelle le tarif bas carbone Normandie. Ce projet, il a été initié par un musée du débarquement qui s'appelle le Centre Juno Beach, qui avait mis en place ce tarif réduit pour les visiteurs qui venaient en train, en car ou à vélo pour visiter son site de visite. En 2024, on a souhaité étendre le dispositif et donc on a proposé à tous les musées, sites de visite, tous les prestataires d'activités de Normandie de proposer aussi un tarif bas carbone. Donc, en fin d'année, on avait près d'une centaine de sites de visite, musées, prestataires d'activités, qui proposaient un tarif réduit donc pour les visiteurs venus en train, en transport en commun ou à vélo. En 2025, on poursuit cette démarche. On espère recruter encore davantage de sites de visite. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous a aussi permis de sensibiliser tous ces sites et tous ces prestataires partenaires au tourisme responsable. Donc on a commencé aussi à monter d'autres projets et à envisager des évolutions de ce partenariat pour les guider vers un tourisme plus responsable. Et en parallèle, c'est aussi une action incitative pour le visiteur qui obtient un tarif réduit s'il a fait l'effort de venir en mobilité plus durable. Léa, pourriez-vous partager des exemples qui ont lieu en dehors de la Normandie ? Oui, bien sûr, il y a aujourd'hui beaucoup de territoires qui s'engagent et qui ont des initiatives qui sont très intéressantes. Dans le cadre du projet Très France dont on parlait, on a travaillé avec certaines régions et on a publié des annuaires d'opérateurs engagés. Il y en a un, c'est sur les destinations et en fait, on se rend compte que des bonnes pratiques comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Une des initiatives très intéressantes et peut-être un peu précurseuse aussi, ça va être celle de la Nouvelle-Aquitaine qui a lancé ses séjours bas carbone avec, donc en collaboration avec l'ADEME, mais aussi avec des voyagistes spécialisés, dont des voyagistes qui sont membres ATER, comme Chamina Voyage, qui est labellisé ATER. Et ça, c'est aussi très important, ce côté collaboratif entre la destination qui va avoir la connaissance de son territoire, de ses prestataires à destination, et le voyagiste qui va avoir la compétence plus technique de développement d'un voyage et aussi au niveau national d'un réseau et de la promotion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur leur territoire, il y a une cinquantaine, il me semble, de séjours bas carbone qui sont donc accessibles en train avec des mobilités douces sur place, des hébergements et des activités qui sont sélectionnées par rapport à la réduction de leur impact et qui sont promus comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est ce côté promotion et ça rejoint un petit peu ce qu'Émilie disait tout à l'heure, c'est que c'est important aujourd'hui de montrer que le voyage bas carbone peut être facile grâce à toutes ces initiatives, mais il faut aussi montrer que un voyage bas carbone, c'est avant tout un voyage qui est sympa à faire. C'est super qu'il soit bas carbone et qu'il soit responsable, mais dans l'approche promotionnelle, il faut pouvoir montrer aux voyageurs que il va aussi passer des super vacances, quoi. Certes, il préserve la planète, entre guillemets, mais il va aussi passer des très belles vacances et il y a cet enjeu aussi de rendre le voyage plus durable et responsable un peu sexy. C'est très inspirant. Une autre bonne pratique peut-être ?
On a aussi sur les mobilités durables la région Occitanie qui avance beaucoup et qui a proposé son Occitanie Rail Tour. Donc concrètement, c'est des passes TER au niveau des TER LIO. Pour 2 jours, c'est 20 € pour tout âge. Et ça permet d'avoir, il y a 15 lignes, 150 gares, il y a des correspondances en car. Donc ça permet vraiment d'aller partout sur le territoire et pour un coût qui est quand même très intéressant. Et ça répond directement à la problématique du frein au niveau du prix. Merci. Quelles sont les tendances émergentes en matière de mobilité durable que vous anticipez dans les prochaines années ? On l'a vu avec notamment le Covid et le post-Covid, mais il y a la notion d'aventure qui a été aussi réinjectée un petit peu dans le tourisme. Et je pense que le voyage de proximité, notamment en transport en commun, intègre complètement cette notion d'aventure. On note que de plus en plus d'influenceurs, de journalistes s'intéressent au voyage en train notamment ou au voyage bas carbone plus généralement. Et il est nécessaire encore d'aller vers ces changements d'imaginaire du voyage pour inciter davantage de visiteurs à opter pour un tourisme plus durable, de proximité peut-être. Léa, vous voulez ajouter quelque chose sur les perspectives d'avenir ? Le train, j'imagine que c'est une tendance qui va continuer à augmenter, on l'espère. Et puis, on en a moins parlé, mais il y a aussi quand même une vraie appétence pour le cyclotourisme aujourd'hui, avec des séjours qui se développent. On a plusieurs membres chez ATR qui ne faisaient pas du tout du séjour à vélo et qui ne faisaient pas forcément de la France non plus, et puis qui se sont mis à développer des séjours à vélo en France, et ça marche vraiment très très bien. Alors, comment voyez-vous l'évolution de la collaboration peut-être entre les différents acteurs pour encourager un maximum cette mobilité durable ? Je pense qu'il est vraiment nécessaire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la notion de transversalité, elle est très importante. Il est vraiment nécessaire que les acteurs du tourisme et les acteurs du transport travaillent vraiment main dans la main pour cette mobilité touristique durable. À toutes les échelles, j'imagine ? Oui, tout à fait, à toutes les échelles. L'échelle locale, l'échelle régionale, telle qu'on peut le faire en Normandie, mais l'échelle nationale aussi. Il y a beaucoup de discussions à engager aussi avec les transporteurs pour envisager l'avenir du tourisme sous l'angle de la mobilité durable. Oui, la collaboration, c'est vraiment la clé pour développer un tourisme plus responsable. On ne peut pas le faire tout seul dans son coin, et l'objectif, ça va vraiment être de dépasser les segmentations des métiers du voyage, de pouvoir faire travailler et les territoires, et les voyagistes, les hébergeurs, les restaurateurs, enfin vraiment tout ce petit monde ensemble, dans une même démarche d'amélioration des pratiques. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de développement durable de l'ONU, c'est le numéro 17, le partenariat pour la réalisation des objectifs. Et en ça, les réseaux, que ce soit ATR ou même ATD ou ADN, il y en a plein, sont vraiment très importants pour pouvoir mettre ensemble ces acteurs-là et avancer ensemble sur un même chemin. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode dédié à la mobilité durable, qui est donc bénéfique pour tous, touristes et acteurs du tourisme, car elle garantit un tourisme responsable, respectueux de l'environnement et bénéfique pour les communautés locales. Nous avons aussi envie de retenir que la mobilité durable rend aussi accessible à tous les vacances, un sujet qui tient particulièrement à cœur à la NCV. Merci encore à nos invités, Léa et Émilie, pour leurs éclairages précieux et leurs réflexions inspirantes. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans le monde fascinant du tourisme. Merci d'avoir écouté Escale Chèques Vacances. Si vous souhaitez continuer à explorer avec nous les tendances qui redéfinissent vos vacances, abonnez-vous à ce podcast disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. À très bientôt pour une nouvelle Escale Chèques Vacances.